Merci de rester fidèle au programme de Médian. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Croissance verte. Aujourd'hui, nous parlerons d'alliance entre agriculture et pisciculture. En Côte d'Ivoire, la demande en poisson ne cesse de croître, mais l'aquaculture locale peine à se développer face à des coûts d'aliments trop élevés et à un accès limité au matériel. Dans la région d'Azaguié, des pisciculteurs innovent pour répondre à ces défis, tandis que les solutions durables émergent pour améliorer la disponibilité des protéines animales et réduire la dépendance aux importations. C'est ainsi que nous irons à la découverte de la ferme de Marie-Laure. La dame ivoirienne tient une ferme dans laquelle elle allie pisciculture et agriculture. Ce modèle d'aquaponie associe l'élevage de poissons en bassin et le maraîchage, ce qui permet de constituer une chaîne de production vertueuse dans un équilibre durable et inclusif. Pour parler de tout cela, nous recevons sur notre plateau M. Alassane Diagne, consultant en éducation et gestion environnementale. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir d'être sur le plateau de Croissance verte. Et plaisir toujours tout aussi partagé. Mais avant d'échanger plus globalement, en tout cas sur la thématique, nous allons suivre ce reportage réalisé à Azaguié par nos confrères Noam Karfin Kati, Eva Sagna et Moussa Ndir. Azaguié, ville proche d'Abidjan, est en train de devenir un haut lieu de la pisciculture en Côte d'Ivoire. Entre innovation et respect de l'environnement, cette activité tenue par des femmes attire de plus en plus d'investisseurs. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Marie-Laure, piscicultrice passionnée, détentrice d'une ferme piscicole. Depuis 2019, transforme la nature en richesse durable. L'amour de la pisciculture a commencé pour moi depuis 2019. Et en 2020, en janvier 2020 précisément, je me suis essayée dans un étang, un bac hors sol à domicile à la maison. Et ça, comme ça, tout est parti. J'ai aimé ce que ça donnait, mais ça ne grossissait pas comme je voulais. Donc, je n'arrivais pas à produire des poissons marchands. Donc, je me suis délocalisée. J'ai commencé après à Niama. Et après, ça, malheureusement aussi, j'étais dans une zone où il y avait trop de construction. Donc, il fallait encore que je quitte la zone. Et comme ça, ici, après avoir obtenu un projet, je me suis installée ici à Azaguié et là, je me suis installée en pleine terre. Ici, j'aime la nature, donc j'ai opté pour les étangs en pleine terre. Sinon, il en existe plusieurs types de pisciculture. Mais moi, j'ai opté pour ça parce que j'adore la nature. J'aime le cadre qui me rapproche plus de la terre. J'ai choisi Azaguié d'abord pour sa proximité de la capitale à Abidjan. J'ai choisi Azaguié parce que c'est une zone où il y a beaucoup de pisciculteurs comme moi, pour ne pas être quand même trop éloigné des autres. J'ai choisi Azaguié parce que c'est une ville où je peux faire d'autres choses à part les étangs. Donc, c'est un environnement qui m'a tout de suite plu quand je suis venue. La ferme piscicole s'étend sur un vaste terrain aménagé en 11 étangs en pleine terre. Ces bassins, qui témoignent à la fois d'un respect profond pour la nature et d'un savoir-faire maîtrisé, forment le cœur de son exploitation. 9 de ces étangs ont une surface d'environ 300 mètres carrés chacun, tandis que 3 autres sont plus grands, autour de 600 à 700 mètres carrés. Une retenue d'eau complète cet ensemble permettant une gestion optimale des ressources hydriques indispensables à la pisciculture. C'est un barrage de 2000 mètres carrés qui a une profondeur de 5 mètres. Donc, 5 mètres à partir de cette profondeur-là, à partir de là, du niveau de l'eau, voilà, c'est de l'eau de la rivière qui coule. Nous avons fait aussi ici une ceinture autour pour faire le déversoir. Donc, l'eau contourne, le surplus d'eau qui vient contourne là-bas et continue son chemin pour d'autres pisciculteurs qui voudront faire l'activité. Voilà. Mais ici, nous retenons de l'eau ici qui est souvent traitée et nous analysons l'eau avant d'ouvrir les différents tuyaux pour alimenter nos étangs. Donc, on n'achemine pas l'eau directement dans nos étangs. Je vous montre les tuyaux. Ah, c'est très important. Ici, nous avons le tuyau de sortie d'eau. Donc, quand nous avons un surplus d'eau, il suffit de juste tirer pour que le surplus sorte. Mais l'eau circule à chaque fois pour oxygéner l'eau. Donc, il y a le trop-plein qui sort
et il y a une nouvelle vague d'eau qui rentre. Tradition et technologie se côtoient dans cette ferme aquacole moderne. La qualité de l'eau, un élément vital dans ce métier, est rigoureusement surveillée grâce à des kits de mesure qui permettent de contrôler le pH, le taux d'oxygène et d'autres paramètres essentiels qui s'appuient sur des innovations écologiques. J'assure la qualité de mon eau avec des appareils. J'ai un kit qui me permet de maîtriser le pH de mon eau, l'oxygène de mon eau, et ainsi de suite. Donc, ce sont des activités que je fais chaque 2 jours pour savoir. Puisque nous utilisons de l'eau de ruissellement, on a besoin de toujours vérifier la qualité de notre eau. Comme innovation, on a installé un suppresseur à énergie solaire. On a installé aussi des caméras solaires, des lampadaires solaires, de sorte à ce que la ferme puisse être visitée, quelle que soit l'heure. 2 heures du matin, quand on a des alevins, ou 23 heures pour vérifier la qualité de l'eau, tout ça. Donc, c'est ce que nous avons déjà fait. Marie-Laure confère à ces étangs des noms très personnels et symboliques. Ces appellations ne sont pas choisies au hasard. Elles traduisent son attachement à sa famille et à ses proches. J'ai identifié mes étangs pour me rapprocher un peu de ma famille parce que je suis vraiment très loin. Je suis venue faire cette activité-là à près de 35 ou 40 km d'Abidjan. Donc, vous avez les noms comme Esther, Ulrich, ce sont mes neveux et nièces qui sont toujours avec moi. Donc, c'est pour qu'ils soient plus proches de moi de temps en temps. Voilà, c'est tout. Le fonctionnement de la ferme est pensé pour assurer une production continue. Plutôt que de remplir tous les étangs d'un seul coup, Marie-Laure procède à un empoisonnement progressif. Ici, nous avons l'étang 1, l'étang Esther, qui porte le nom de ma nièce adorée. Donc, ici, dans l'étang Esther, nous avons des poissons de 400 à 480 grammes, que nous sommes en plein grossissement. Nous sommes en train de les nourrir pour aller à la taille marchande et les revendre. Ici, nous allons arrêter leur grossissement à partir de 600 grammes ou 550 grammes. Ici, nous sommes au bassin Ulrich. Donc, le bassin numéro 2, ici, nous accueillons des alevins qui sont dans l'appât. Ce sont eux qui sont dans l'appât. Et ici, vous allez voir que nous avons mis des filets maillants. Donc, ce sont des filets qui nous permettent de protéger nos étangs contre les prédateurs volants. Dans l'appât que nous avons dans l'étang, il nous permet de faire la quarantaine des alevins. Quand ils arrivent de la ferme où on paye les alevins, on les met dans cet étang-là. Il nous permet de mieux les nourrir pour ne pas que la nourriture se disperse. Ça nous permet de bien les canaliser et après un certain poids, on fait le sexage pour les mettre dans les différents étangs. Donc, on les met dans les étangs selon la capacité même de l'étang. Ici, nous avons un étang de 300 mètres carrés qui peut accueillir maximum 650 poissons. Donc, quand on les met déjà en étang, c'est pour aller jusqu'à la taille marchande. Outre l'emploi local et la fourniture au marché, la ferme est un véritable exemple d'équilibre écologique. Elle n'utilise aucun produit chimique sur ses étangs ni dans les cultures maraîchères. L'eau qui s'en écoule est pure et bénéfique aux plantes cultivées aux alentours, contribuant ainsi à un équilibre naturel vertueux. Moi, ici à la ferme, je n'utilise aucun produit chimique. Autour de mes plantations, de mes étangs, même malgré que je fais des activités maraîchères autour, je n'utilise aucun produit chimique. Et l'eau même pour assainir mon eau, c'est avec des produits bio. Donc, même l'eau qui sort de mes étangs est favorable pour les cultures maraîchères autour. Donc, au contraire, j'apporte plus à mon environnement. Combinaison de pêche, bottes, casquettes, équipements appropriés pour la pêche. C'est le moment de la récolte de tilapia, le poisson le plus recherché dans tout le pays. Toutefois, la piscicultrice projette de diversifier ses élevages. Ici, je lève principalement le tilapia parce que c'est le poisson le plus prisé. C'est cette race qui est la plus prisée ici à Zaguié comme à Abidjan. C'est ce que les gens demandent beaucoup ici. J'envisage faire d'autres types de poissons comme les silures, les mâchoirons. J'envisage aussi faire de l'autre côté là-bas des grenouilles. Voilà, parce que la ranaculture fait partie aussi de l'aquaculture. Face à l'urgence climatique, la ferme fait face à de nombreux défis. Le changement climatique perturbe la qualité et la disponibilité de l'eau indispensable à l'élevage. Quand nous sommes en saison sèche, on n'a carrément pas d'eau.
On n'a carrément pas d'eau et c'est aussi un problème. Le changement climatique nous fatigue beaucoup, donc ça nous amène à dépenser un peu plus que notre budget, puisque nous mettons en place d'autres aménagements, c'est-à-dire, par exemple, pour acheminer l'eau dans nos différents étangs, on est obligé d'utiliser une motopompe à coût d'essence ou de gasoil. Donc, ce sont des suppléments sur le plan d'affaires. Derrière la réussite d'un parcours mêlé de formation et d'expérience se cachent la patience et la persévérance. Parce que j'ai eu à faire beaucoup de formations, parce que j'ai aimé l'activité. Donc, je me suis formée, je me suis donné les moyens. Voilà, et aujourd'hui, je vis de ça. Quand ça marche, moi, j'arrive à faire 1 tonne mensuellement. Avec 1 tonne mensuelle, on peut avoisiner 2,5 millions, 3 millions. Voilà. Mais mon bénéfice varie entre 1 million et 1,2 million. Parce qu'il y a des charges, il y a l'aliment qui constitue 70% de l'investissement. Il y a les techniciens qu'il faut gérer, voilà. Il y a des charges sur place à payer. Sa passion, l'innovation, son engagement pour une aquaculture respectueuse de l'environnement et son refus d'utiliser des produits chimiques participent également à renforcer la résilience de son exploitation face aux effets du climat. Grâce à cette stratégie économique, le modèle de Marie-Laure trace la voie pour une pisciculture durable qui nourrit la région tout en protégeant son environnement. Un exemple à suivre, un espoir pour l'agriculture ivoirienne et africaine. Merci à nos collègues pour ce beau reportage que nous venons de suivre. D'ailleurs, Alsan, quelle lecture est-ce que vous faites de ce modèle développé par Marie-Laure au niveau de sa forme piscicole, une forme même piscicole et agricole en même temps? Vraiment, c'est une très belle initiative. Déjà qu'elle a réussi à mettre en place un écosystème et en plus, elle s'est refusée à utiliser donc des engrais. Et ces combinaisons avec la pisciculture, donc de faire ça déjà donc à l'extérieur, de combiner maintenant donc le maraîchage qu'elle est en train de faire aussi. Ça, c'est des modèles vraiment bien élaborés, bien pensés. Et elle mérite vraiment un grand soutien. Donc, comme elle a pensé aussi à vouloir aussi prendre d'autres espèces de poissons. Mais c'est un projet extrêmement bien pensé. Et selon vous, comment un tel modèle peut contribuer également à relever ce défi de l'alimentation locale, surtout en termes de produits halieutiques frais? D'ailleurs, elle a rappelé le poisson qu'elle, en tout cas, développe au niveau de ses bassins piscicoles, et un poisson très prisé à Abidjan et alentour, à savoir le tilapia. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas peut-être attentifs à ça, mais il y a beaucoup de carences en protéines. Donc la disponibilité déjà du poisson qui coûte cher, le pouvoir d'achat qui n'est pas là. Donc je pense qu'une ferme comme ça gagnerait à pouvoir donc satisfaire une forte demande si elle aussi elle s'organise pour pouvoir répondre aussi donc à travers une chaîne de distribution. Toute la production de cette ferme peut satisfaire véritablement donc tout autour donc de sa zone d'établissement, et c'est aussi donc un grand apport aussi en protéines, donc à moins de coût, parce que c'est sûr que le prix de vente par rapport à sa ferme de ces poissons sera vraiment beaucoup plus attractif. Et surtout par rapport à toutes les charges dont elle a parlé également dans le reportage, à savoir les charges par rapport à son personnel et tout. Et Marie-Laure également allie dans sa ferme, nous l'avons vu, l'élevage de poissons ainsi que le maraîchage également. L'eau riche en nutriments émanant de ces bassins piscicoles est réutilisée dans la culture maraîchère. Quelle lecture est-ce que vous faites de cette forme d'aquaponie qui assure aujourd'hui un certain équilibre écologique? Oui, c'est une forme de complémentarité. Parce qu'aujourd'hui, donc, tout ce qui est donc, comme je vais dire, donc, tout ce qui va sortir des bassins, il pourra donc le récupérer et l'utiliser comme engrais donc bio, je vais dire, donc pour le maraîchage. Maintenant, elle a aussi pensé à la qualité de l'eau. C'est-à-dire qu'elle fait donc les tests, elle fait les prélèvements pour savoir quelle est la teneur en azote, donc l'acidité, tout cela. Donc pour que véritablement, quand elle va amener donc ce type d'engrais pour les sols, pour le maraîchage, elle sait exactement la qualité donc de cet apport donc en engrais. Et justement, j'aimerais qu'on reste sur ce processus-là aujourd'hui, à savoir ce bassin qui alimente en eau également, le bassin qui alimente en eau le maraîchage également, cette eau qui est chargée en azote, phosphate et potassium grâce aux déjections des poissons qui est récupérée pour davantage, comment cela aujourd'hui peut davantage contribuer au développement de ces produits horticoles ou bien de ces produits agricoles qu'elle développe à côté? C'est un apport vraiment en engrais de bonne qualité. Maintenant,
quand on peut récupérer donc cela, avec tout ce qu'il y a donc avec l'utilisation de ces bassins, maintenant de savoir qu'est-ce qui va aller donc au niveau de ce maraîchage-là. Donc tout est une question donc de technique, mais aussi donc de qualité. Donc si elle fait, comme elle fait bien les tests, elle peut savoir exactement quelle est donc la teneur pour ces différents éléments nutritifs qui peuvent aller au bénéfice donc de ces plantes et faire maintenant donc la bonne harmonie entre aquaculture et maintenant maraîchage. Et à votre avis, dites-moi Alassane, cette pratique aujourd'hui de l'aquaponie, à votre avis, est-ce qu'elle peut constituer une filière aujourd'hui pourvoyeuse d'emploi, surtout pour les jeunes Africains, face en tout cas à ce problème récurrent aujourd'hui d'emploi de ces jeunes? Je pense que c'est un modèle à démultiplier. Il faudrait penser à un modèle donc, structuré, même pour le Sénégal, mais aussi en Côte d'Ivoire aussi. C'est une nécessité. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse penser à une satisfaction des besoins. Et le besoin alimentaire, il est premier pratiquement pour l'homme. Et ce besoin alimentaire-là, il faut donc savoir le satisfaire. Mais sachant que nous avons des économies qui ne sont pas véritablement, comme on dit, c'est des économies faibles, le pouvoir d'achat aussi est très bas. Satisfaire des besoins nutritionnels journaliers avec un taux de satisfaction de 100%, pratiquement c'est impossible. Je pense qu'il faut démultiplier ce genre de concept. Faire une évaluation sur voir un peu quel est donc son taux de rentabilité effectif pour pouvoir améliorer donc cette possibilité de productivité et maintenant voir comment le démultiplier et aussi intéresser d'autres bailleurs à venir donc accompagner cette initiative. Et justement sur ce point, comment démultiplier un tel modèle? On a vu qu'elle a choisi de faire la pisciculture au niveau d'étangs également en plein air. Comment démultiplier un tel modèle et également attirer ces investisseurs dont vous parlez pour soutenir davantage? On a véritablement ici un modèle de ferme écologique et ça peut aussi intéresser des financements verts et aussi de faire une évaluation pour voir sa rentabilité et l'impact environnemental. Cette combinaison aquaculture et donc maraîchage, elle est vraiment donc très bien. Maintenant, on a remarqué aussi qu'il y a une intégration aussi de l'énergie renouvelable, donc ça veut dire de l'énergie solaire. Donc pour ce qui est des pompes, aussi donc même pour la sécurité, on peut aussi pour l'éclairage. Ça veut dire que 24 heures sur 24, cette ferme peut être ouverte au public. Aujourd'hui, il faut faire en sorte de faire une sorte d'étude d'impact environnemental par rapport à ce projet, voir quelles sont les retombées futures et comment aussi capter aussi donc des financements qui pourront lui permettre de pouvoir augmenter sa capacité de production, mais aussi de rendre ce modèle attractif et de pouvoir le démultiplier dans d'autres localités. Et vous parliez tout à l'heure, Alassane, d'énergie solaire, à savoir des formes d'énergie renouvelable. Ça me permet d'aborder la question des effets du changement climatique. La ferme piscicole de Marie-Laure à Azeguié fait face à ces nombreux défis, en tout cas, dus aux effets du changement climatique, ce qui perturbe la qualité et la disponibilité de l'eau indispensable à l'élevage de poissons comme à l'agriculture. Face à cette urgence climatique, comment aujourd'hui le recours à ces énergies renouvelables comme le solaire ou encore l'éolienne peuvent optimiser aujourd'hui la gestion durable d'une telle ferme? Là déjà, il y a cette empreinte, donc, comme on dit, donc l'empreinte par rapport à tout ce qui est impact environnemental. Aujourd'hui, si donc au niveau de ce plan d'eau-là, il y a un problème, il y a aussi donc cette possibilité de tension hydrique. Donc ce changement climatique-là impacte aussi sur sa capacité de production. L'implication donc de l'énergie solaire aussi lui permet aussi de pouvoir aussi réguler. Aujourd'hui, sa consommation en fuel donc peut être donc switchée en énergie solaire. Donc même donc l'utilisation pour aussi donc l'oxygénation sur les bassins aussi. Donc elle a donc un système intégré qui allie donc je vais dire la protection environnementale, mais l'intégration donc aussi des énergies renouvelables. Donc la durabilité du projet ne fait aucun doute. Et d'ailleurs, le modèle que nous avons vu dans le reportage dresse le portrait d'une femme en Côte d'Ivoire, à savoir Marie-Laure, mais le modèle existe aussi dans un pays comme le Sénégal. C'est le cas de l'écloserie de Mbodiène, inaugurée en mars 2025 pour faire de l'aquaculture une filière en tout cas d'avenir, ou encore de la ferme piscicole et agricole de Mbawane également. Ces modèles peuvent-ils, à votre avis, contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire des populations locales? Effectivement. La seule chose, c'est qu'on puisse, à travers donc, les sites de production, arriver à mettre donc, cette chaîne de distribution jusqu'au client final, c'est-à-dire de la fourche à la fourchette, comme on dit. Et si on arrive à organiser cela, s'il y a la possibilité que déjà au niveau donc, de ces sites de production de poissons et aussi de produits maraîchers, qu'il y ait donc maintenant cette possibilité de transporter.
c'est aussi la possibilité aussi donc de stockage si possible. Si par exemple ce poisson qui est produit à des clients qui sont assez éloignés, s'il ne s'agit pas de vendre du poisson frais, mais il faut pouvoir aussi le conserver. Et là, l'utilisation de l'énergie solaire va aider. On peut avoir des chambres froides alimentées au solaire qui permettront de pouvoir stocker la quantité donc produit. Donc, et là, ça permettra vraiment de ventiler. Je pense que c'est une chaîne de valeur qui est là et qui est véritablement porteur d'emploi, porteur de ressources, mais aussi qui peut régler les problèmes de carence alimentaire. Et l'une des difficultés d'ailleurs que rencontre Marie-Laure Elhadi dans le sujet, c'est la question de l'accès à l'eau. Selon vous, comment relever ce défi-là aujourd'hui? Parce qu'elle disait qu'en période, par exemple, il y a certaines périodes où elle n'a pas du tout accès à l'eau, elle est obligée d'utiliser des motopompes et tout. Comment, à votre avis, relever ce défi de l'accès à l'eau? Quelle solution préconiseriez-vous? Elle a la possibilité de faire des bâches, c'est-à-dire de faire des bâches qui lui permettraient par exemple d'avoir comme des réserves. Donc maintenant, au moment où elle a le besoin, elle pourra donc utiliser, ouvrir ses vannes pour que ces bâches puissent alimenter, compléter maintenant le différentiel en eau à cause donc du fait qu'il y a une baisse donc de l'hydrocité donc des bassins. Donc elle peut installer des bâches qui permettent de stocker de l'eau. Et au moment où il en a besoin, il pourra donc ouvrir les vannes pour pouvoir alimenter donc les différents bassins. Et comment ce modèle intégré, vous avez parlé tout à l'heure de chaîne de valeur, comment ce modèle intégré de chaîne de valeur de l'agriculture et du poisson pour faciliter également l'amélioration et la conservation même de l'environnement dans lequel en tout cas cela se déroule? Ouais. Aujourd'hui c'est un modèle. Vous savez, aujourd'hui il y a ce qu'on appelle un peu cet activisme-là. On parle de solutions, je vais dire écologiques ou bien biodynamiques, que lorsqu'on a fait une bêtise. Aujourd'hui, on a une dame qui a très tôt compris, qui a pris une décision d'être totalement bio. Donc ça veut dire une agriculture propre et faire de l'agriculture aussi donc véritablement propre, sans apport d'engrais chimiques. Donc si cette dynamique-là, elle est bien pensée, c'est aussi la dynamique qu'on doit aussi adopter. C'est-à-dire que nous avons des environnements qui sont encore vierges, non affectés du fait d'engrais chimiques ou autres. C'est ça qu'on doit donc d'abord mettre en exergue, c'est-à-dire préserver déjà l'environnement dans lequel on va monter ces projets. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de produits bio, je pense qu'aujourd'hui, cette ferme-là doit être labellisée. Ça doit être labellisé, le concept doit encore peut-être être amélioré, mais elle doit être labellisée de telle sorte qu'elle doit pouvoir bénéficier du soutien de bailleurs internationaux. Elle-même, elle doit même pouvoir gagner quelque chose sur le fait que son modèle peut être adopté par des organismes donc, de promotion, de soutien à ces initiatives donc, agricoles ou bien d'énergie renouvelable ou bien de durabilité, pour que, au fur et à mesure de la démultiplication, qu'elle puisse avoir aussi une sorte de code-part. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le labellise et ce modèle est dupliqué en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Sénégal. Donc voilà. Et sur ce point que vous abordez, à votre avis, comment le dupliquer ce modèle-là en milieu urbain comme en milieu rural pour relever ces défis de l'employabilité, de la nutrition ou même de la sécurité alimentaire dans ces localités-là et auprès de ces populations? Vous savez, aujourd'hui, ce genre d'espace, il faut anticiper dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire inciter aussi donc les enfants à s'approprier ces concepts de changement climatique, d'éducation environnementale, de gestes écologiques. Donc ce rapport à la nature, il faut l'inculquer dès le bas âge. Donc ça peut être aussi une sorte de ferme pédagogique où des enfants peuvent venir découvrir et ça leur donnera donc l'amour donc de faire donc de l'aquaculture, l'amour de la terre, de découvrir aussi des espèces aussi florales et de voir un peu comme on dit que l'homme ne peut vivre qu'en harmonie avec la nature. Et justement, vous avez fait une proposition assez intéressante, le fait d'aller au-delà de la ferme, migrer également vers une forme de centre de formation également, où on initie également des enfants et même des plus jeunes. Est-ce que cela ne pourrait pas aussi être en tout cas une solution, surtout pour cette question de l'employabilité et même cette question de culture aujourd'hui, de l'approche en tout cas humain-environnement et humain-protection de l'environnement? C'est vraiment cette direction à prendre. Aujourd'hui, pour un pays que je connais assez bien, l'Allemagne, ça fait plus de 20 ans, ils ont développé ces sortes de fermes biodynamiques où on allie aussi bien donc la découverte, l'initiation, l'apprentissage, les métiers. Donc on est carrément donc comme apprenti donc agriculteur et ensuite on pratique. Vous voyez, donc je pense qu'aujourd'hui, on a un modèle qu'il faut véritablement encourager, qu'il faut soutenir, qu'il faut aussi observer, améliorer et faire en sorte d'en faire véritablement une sorte de signature. C'est-à-dire que
ce modèle de cette dame-là, elle peut être dupliquée, mais il faut que ce soit carrément comme une feuille de route. C'est-à-dire que c'est comme une franchise, je vais dire un peu. C'est-à-dire si on veut le faire quelque part, on a un cahier des charges qu'on doit respecter. Et pour cela, il faut aller vers une labellisation, comme vous l'avez dit. Comment arriver aujourd'hui à labelliser une telle initiative au point de pouvoir la dupliquer et la reprendre un peu partout? Je pense que les organismes, aussi bien national, régional, donc, qui sont donc, fédératifs des pays donc, de l'UEMOA, bien de la CEDEAO, doivent véritablement être informés de cette initiative-là. Et je pense que ce sera vraiment tout bénéfique parce qu'on fait de la pisciculture, on fait du maraîchage, on ne peut pas ne pas aller vers donc, comme un élevage bovin ou autre. Voilà. Et merci encore Alassane pour votre disponibilité. Cela a été un plaisir de partager ce plateau avec vous. Je rappelle que vous êtes spécialiste en éducation et gestion environnementale. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est vraiment donc, une émission très suivie. Ce matin encore donc, de parler donc, avec quelqu'un et je vous félicite. Merci également pour cette disponibilité dont vous faites toujours montre face à nos sollicitations. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.